Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Au sommaire, fin du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente à Niamey, la redynamisation de l'organisation et la coopération politique entre les États membres au cœur des échanges. Inondation à la Direction générale des transports et terrestres et maritimes DGTTM. Plus de 9000 dossiers de cartes grises ont été détruits par les eaux. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la population. Au Burkina Faso, cette commémoration est placée sous le signe de l'investissement dans les adolescentes. L'association des caméristes et diurnes épisodiques s'investit dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est de retour après avoir pris part ce lundi au sommet des chefs d'État et de gouvernement au Conseil de l'Entente au Niger. Dans le bilan de sa participation à cette assise, le président Kaboré confie qu'il a été question de la redynamisation de l'organisation. Il a aussi été convenu d'instaurer des rencontres annuelles entre les ministres de la sécurité des pays membres pour relever les défis sécuritaires. Suivant ce reportage de Paulin Yameogo. La troisième conférence des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente s'est tenue ce 11 juillet 2016 à Niamey, capitale de la République du Niger. Une conférence à laquelle le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part. Je voudrais d'abord dire que le Conseil de l'Entente est une des plus vieilles organisations africaines, puisque c'est une organisation qui a 57 ans. Nous avons participé pour la première fois à cette rencontre, à la troisième conférence, et nous avons écouté le rapport de mission du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, qui d'une part a montré non seulement la redynamisation de cet organisme, qui, comme vous savez, pendant longtemps a végété. Donc, il s'est agi non seulement de faire le point de la nouvelle gouvernance qui a été mise en place au niveau du Conseil de l'Entente, mais également de constater tout l'effort qui a été fait par le secrétariat exécutif pour pouvoir faire rentrer des arriérés que les États avaient. Outre le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'organisation, les chefs d'État ont réfléchi à la meilleure façon de lutter efficacement contre le terrorisme dans les pays membres du Conseil de l'Entente. Nous avons discuté de la coopération au plan politique. Au plan politique, nous avons arrêté un certain nombre d'indices qui doivent nous permettre de faire le point aussi bien sur la gouvernance que sur la sécurité dans notre sous-région. D'abord, nous avons adopté l'indice Ibrahim pour la gouvernance, je dirais, en Afrique. Et il s'agit donc de pouvoir apprécier, je dirais, la gouvernance politique dans la sous-région. Nous avons également adopté l'indice Mo Ibrahim pour faire le point également de la situation sécuritaire dans la sous-région, ce qui va nous permettre de comparer entre les différents pays l'état de la sécurité que nous pouvons avoir. Et nous avons décidé enfin que les ministres chargés de la sécurité et des frontières doivent se réunir une fois par an pour faire le point, mutualiser nos informations et nos moyens de travail donc en matière de lutte contre le terrorisme. Créé en mai 1959 à Abidjan, le Conseil de l'Entente est une organisation de coopération régionale de l'Afrique de l'Ouest à finalité principalement économique. Il regroupe à son sein 5 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Et dès son arrivée à Niamey, le président du Faso a échangé avec ses compatriotes de la situation nationale. Sans langue de bois, la diaspora burkinabé vivant au Niger a exposé ses doléances. Il s'agit entre autres de l'acceptation de la carte d'identité consulaire par la police nigérienne, la réfection de la route Ouagadougou-Niamey en sa partie burkinabé, l'érection du consulat général du Burkina Faso à Niamey en ambassade. Et juste après l'arrivée du président du Faso, un hôte a foulé le sol burkinabé. Le premier ministre bissau-guinéen est à Ouagadougou. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Paul Kaba Thieba.
Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les pays membres de l'UEMOA. Bassirou Dia a dit être porteur d'un message du président bissau-guinéen. Autre actualité, le ministre de l'administration territoriale, Simon Compaoré, a expliqué les b.a.-ba de la gestion des municipalités aux nouveaux élus locaux. Pour l'ancien maire de la commune de Ouagadougou, il s'agit d'outiller ces nouveaux maires sur leur rôle et attributs afin qu'ils évitent de commettre des erreurs dès le début de leur mandat. Ce cadre d'échange a permis de lever le lièvre sur l'épineuse question de la gestion des lotissements. Le compte rendu est signé Hassan Nakro. Ce face-à-face entre Simon Compaoré et les nouveaux exécutifs des collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact pour la bonne gestion des mairies. Alors, avant que ces exécutifs locaux ne passent activement, ne commencent véritablement le travail sur le terrain, il nous est apparu nécessaire de les réunir, d'avoir un entretien avec eux, et leur donner les b.a.-ba de la gestion municipale pour leur permettre d'aller commencer à labourer. En un mot, c'est pour leur permettre de ne pas commencer à gaffer dès le départ, parce que la plupart sont des gens qui n'ont jamais touché la chose municipale. Une prise de contact qui va permettre aux exécutifs locaux d'exprimer leurs attentes, être au même niveau d'information à travers des communications sur des thèmes relatifs à leurs attributions, mais aussi organiser un dialogue direct avec leur ministère de tutelle. La question des parcelles sera également abordée au cours de cette rencontre. Vous savez que la question des lotissements a été une question qui a défrayé la chronique. Nous allons leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce qu'il y a un travail qui se fait déjà au niveau de l'État, et notamment au niveau des ministères en charge de l'habitat et de l'urbanisme, et au niveau du ministère en charge de l'administration du territoire, la décentralisation et de la sécurité intérieure. Et nous allons simplement leur dire qu'il ne faut pas arriver et commencer à vouloir mettre la main sur les parcelles. Il est prévu aussi des sessions de formation de ces élus à partir du 18 juillet prochain dans toutes les communes par le ministère sur la gestion des mairies. Il est fort probable que les communes où l'élection des maires a occasionné de violents heurts soient dirigées par des délégations spéciales. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin le ministre Simon Compaoré. Cette alternative semble déplaire à certains élus locaux. Hassan Nakro, reportage. Toutes les 366 communes du Burkina n'auront pas de maire. C'est le moins que l'on puisse dire, car il y a 3 communes qui n'ont pas pu effectuer leurs élections. À celles-là s'ajoutent 14 autres communes qui sont actuellement en difficulté pour la désignation de leur maire. Bon, au cas où ces communes ne pourront pas le faire, notamment les communes où il y a eu mort d'hommes, où il y a quand même la décence, voudrait qu'on ne force pas trop les choses, c'est-à-dire Kantchari et Karangasso-Vigué, et très certainement nous allons faire un rapport qui sera soumis en conseil des ministres, et très probablement ça sera au conseil des ministres d'en décider, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Si on n'arrive pas à élire un maire, c'est-à-dire que la commune doit être quand même dirigée, et dirigée dans ce cas-là par une délégation spéciale. Une délégation spéciale, voilà ce qui n'est pas du tout apprécié par certains maires qui estiment que les partenaires techniques et financiers refusent d'accompagner une commune dirigée par une délégation spéciale. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Effectivement, les partenaires sociaux sont un peu réticents quand il s'agit d'une délégation spéciale. C'est évidemment que, en tout cas, ça n'aura pas les mêmes impacts sur les actions de développement que si c'était des élus, voilà, de la population. En ce moment, les partenaires sont confiants, on sait que c'est des représentants du peuple, on leur donne les moyens pour le développement. Mais quand c'est la délégation spéciale, bon, ils hésitent un peu, quoi. Des hésitations qui sont tout à fait normales pour certains élus locaux. Bon, s'ils refusent, c'est normal parce que normalement, ça ne doit pas être une délégation spéciale qui doit diriger les communes.
puisque après la décentralisation en 2006, on a dit que c'est chaque maire qui doit diriger sa commune. Maintenant, s'il n'y a pas de consensus et qu'il n'y a pas d'entente et que ça va passer par les délégations spéciales, bon, c'est normal qu'ils refusent d'investir dans leur commune parce qu'il n'y a pas d'entente entre eux. Pour le moment, ce sont 338 communes qui sont dotées d'un exécutif local sur les 366 repartis dans les 13 régions du Burkina. C'est avec beaucoup de désolation et de découragement que les travailleurs de la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM ont découvert ce matin l'état de leur bureau inondé par les eaux de pluie dans la nuit d'hier. Plus de 9000 dossiers de cartes grises détruits, des permis de conduire traînant dans la boue et d'autres dégâts sont à déplorer. Suivant ce constat d'Ibrahim Zongo. Les demandeurs de permis de conduire et de cartes grises n'auront pas leurs documents ce lundi 11 juillet et probablement le reste de la semaine. Et pour cause, la Direction générale des transports terrestres et maritimes a été envahie par les eaux de la pluie diluvienne du 10 juillet dernier. Nous avons plus de 9000 dossiers de cartes grises qui ont été complètement inondés. Au niveau des 2 magasins que nous avons pu visiter, nous avons vu que tout ce qui était en stock, que ce soit les encres, les rames de papier, les documents même, les cartes grises et tout, sont partis carrément. On ne peut plus récupérer ces documents. Voici les traces de l'eau dans les différents locaux de la DGTTM. Des cartes grises et des permis de conduire traînant dans la boue par-ci et d'autres que l'on tente de récupérer par là. Tout ce qui se trouvait à au moins un demi-mètre du sol a été endommagé par les eaux, et ce malgré les dispositions prises après l'inondation de 2009. Et déjà, d'autres mesures de précaution sont en train d'être prises. L'inondation de 2009, il y a des mesures qui ont été prises. Si vous voyez, tout ce qui était prise électrique, on les a fait monter à un niveau donné dans les bureaux. Les ordinateurs, s'il y en a un certain qui a été atteint, mais la majorité a été préservée parce qu'on les pose sur les tables pour les poser en bas de façon générale. Mais ça veut dire que les mesures qui ont été prises, les précautions qui ont été prises ne sont pas suffisantes. Donc nous allons nous asseoir, réfléchir encore pour trouver d'autres solutions meilleures. On parle déjà de numérisation des dossiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, ça c'est un contrat qui est déjà bouclé. Nous allons sécuriser tous nos permis, toutes les cartes grises du pays. Cela, effectivement, permettra d'éviter beaucoup ce que nous allons devoir. Situation déplorable, mais qui vient rappeler les différentes institutions et services de la nécessité de prendre des mesures palliatives pour limiter les dégâts en cas d'inondation au cours de la saison. Et pour éviter d'être inondés, les habitants de certaines zones ont développé des stratégies de prévention. Il arrive même qu'ils mettent la main à la poche pour certains travaux de réfection. Mais conscients de leurs maigres ressources, ils appellent les autorités communales à venir à leur aide. Cheikh Omar Bandaogo. Les images sont explicites. Nous sommes bien en saison pluvieuse et le lendemain d'une grande pluie. Si les services publics de l'État en ont payé les frais, les habitants des zones inondables de la capitale n'ont pas échappé à la montée des eaux. Il pleut comme ça, on a des difficultés pour rentrer chez nous. Donc si nous on profite dans votre micro pour lancer un appel à toutes les autorités s'ils peuvent nous donner un coup de main parce que bon, quand il pleut comme ça, on a vraiment des difficultés. Souvent même pour rentrer chez toi, même l'eau même rentre souvent même. Pour moi, je parle personnellement, même ma chambre même souvent même l'eau même ça, l'eau rentre dedans. Même quand la quantité d'eau tombée est inférieure à celle de la nuit du 10 juillet 2016, les riverains subissent l'état de la zone. Par moment, ils décident de ne plus subir, mais les moyens dont ils disposent ne sont pas suffisants. Bon, souvent même nous-mêmes, on enlève notre propre argent, on paye la terre et on fait le remblage, mais malgré tout ça même, bon, la terre ça ne peut pas suffire. Voilà, ça ne peut pas suffire. Donc il faut que bon. Il faut qu'ils se lèvent aussi pour pouvoir nous donner un coup de main, sinon c'est pas facile. Nous ramassons souvent de la terre pour arrêter l'eau, explique ce monsieur. Nous n'avons pas de caniveau ici. Si on venait nous verser de la terre, nous jeunes, nous allions faire le reste du travail.
Pendant ce temps, ceux qui ont les caniveaux attendent que la municipalité vienne les curer pour eux. En tout cas, des aménagements se doivent d'être opérés dans les zones inondables où il arrive qu'une mairie même ait les pieds dans l'eau. Des habitations au quartier Saint-Iri ont subi la furie des eaux de la pluie d'hier. Afin d'interpeller les responsables de leur commune sur le mauvais état des caniveaux, ils ont manifesté ce matin, bloquant certaines artères de la zone. Présent sur les lieux, le ministre de l'Urbanisme et celui des Infrastructures ont appelé les manifestants à faire preuve de civisme. Le reportage avec Mahamad Sangari. La nuit du dimanche 10 au lundi 11 juillet 2016 n'a pas été paisible pour les habitants du quartier Saint-Iri de Ouagadougou. Pour cause, le quartier a été inondé par la pluie intervenue au cours de la dite nuit. On n'a pas pu dormir dans les chambres. Tellement que l'eau a coulé, rentrée dans les chambres, là, dans les maisons. Il n'y a rien de quelque chose sec, comme dire la terre sec même, pour pouvoir s'asseoir même. C'est obligé, d'autres même sont dormis ici au milieu du goudron. Vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que même ça, comme un petit dit, ça peut amener des empêchements comme les marches, les courants là. Tout ça, même ça ne dépasse pas 7 mois comme ça. Et la pluie est tombée, bon, il y a eu une marche, quelqu'un même qui est décédé. Tout près où on fait les fauteuils là. Cette situation de la vie des habitants du quartier est imputable au mauvais état des caniveaux. Ouais, parce qu'on a barré l'eau là nous dérange. Ah, voilà, vous aussi regardez, si la pluie là, on n'a même pas l'attendait ici. Il faut qu'on fasse comme ça pour que la mairie le voit. Même de ça. Ouais, regardez les caniveaux là, ça c'est un caniveau. Ça c'est pas un caniveau, il faut qu'il vienne allonger ça. Sinon, c'est pas bon. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est allé constater les dégâts, a par ailleurs appelé la population au calme et à la compréhension. Les inondations que nous voyons ce matin, les populations sont en droit de protester par rapport à cette situation. Nous nous inscrivons dans la rupture par rapport aux pratiques passées. Cette route a été très mal conçue et nous ne faisons que constater les dégâts aujourd'hui. Le ministre Maurice Bonané a également rassuré les populations que des mesures seront prises pour la réfection des 10 caniveaux. Les usagers de l'avenue des Tansoba auront constaté ce matin qu'il était impossible de l'emprunter. Des jeunes de l'arrondissement 5, 10 et 11 ont bloqué cette route, manifestant ainsi pour le réaménagement immédiat de l'avenue en 2016. Ils ont également dénoncé une tentative de manipulation de l'opinion publique orchestrée par des organisations de la société civile. Le reportage est signé Alida Tapsoba. C'est un secret de polichinelle. La circulaire Tansoba est difficile d'accès et pour cause, la dégradation du bitume qui est aujourd'hui à son comble. Des nids de poules par-ci par-là, rendant la traversée difficile pour les usagers de cette avenue, surtout à cette saison des pluies. Ce lundi matin, les riverains de la commune sont sortis nombreux pour demander au ministre des Infrastructures d'opérationnaliser le projet de réfection de leur avenue pour cette année 2016. Nous sommes sortis ce matin pour nous manifester, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les deux OSC qui sont sortis, dire qu'ils ne sont pas d'accord pour que l'État prenne un prêt pour venir bitumer cette route. Alors que c'est nous les habitants de cet arrondissement, c'est nous qui sommes dans cet arrondissement 11 et de l'arrondissement 5 et de l'arrondissement 10. Donc nous sommes mobilisés ce matin pour sortir dire, quoi qu'il se soit, ça sera un dette pour l'État ou ça sera un budget national pour que ces routes-là puissent être bitumées. Au cas où nous demandons aussi que ça soit dans cette année fin 2016. C'est nous les habitants qui connaissons les conséquences de cette route. Donc personne ne peut pas nous imposer qu'elle ne veut pas que l'État prenne prêt pour bitumer cette route. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Nous sommes sortis ce matin. Force est de constater que les habitants de l'avenue Tansoba sont unanimes quant à la nécessité du bitumage de cette avenue pour cette année 2016 et disent donc non à toute tentative de manipulation ou de désinformation venant de ces organisations de la société civile. Le ministre des Infrastructures, Éric Bourman, lors d'un point de presse, avait rassuré l'opinion publique de l'engagement du gouvernement de réfectionner cette voie rapidement, c'est-à-dire en 2016.
Quand nous sommes arrivés, il y a une mission préparatoire de la JICA qui a séjourné dans notre pays en février 2016. Et au cours de cette mission, il est ressorti que les procédures du Japon ne permettront pas de démarrer cette route avant fin 2017. Et malgré l'insistance donc de notre département sur l'urgence de ces travaux, il n'a pas été possible de rétrécir ces délais, étant bien précisé qu'il n'y a même pas encore d'accord du gouvernement du Japon pour financer cette route. Et c'est alors que nous avons reçu le président de la BOAD en début mai à Ouagadougou et nous lui avons demandé de remettre à jour le financement de cette circulaire, ce qui a été accepté. Le don du Japon, nous ne l'avons jamais refusé, bien au contraire. Nous avons demandé au Japon de réorienter le don sur un autre tronçon dans la ville de Ouagadougou, et notamment la rocade nord, qui n'a pas encore commencé, pour nous permettre de réduire le calvaire des riverains et des usagers de la rocade sud-est. Rappelons que deux organisations de la société civile, notamment le Réseau CID et le Cercle d'éveil, avaient organisé une conférence de presse pour dénoncer l'attitude du gouvernement quant à sa préférence pour le financement du dit projet. Cependant, tous ne semblent pas être de cet avis. Ça me fera du bien si on gouverne dans ce site. Il y a pas tellement d'accidents ici à cause de trous. On tente d'éviter les trous et on pointe. Donc, si c'est possible, ils n'ont qu'à le faire présentement. Vivement donc la réflexion de cette circulaire, car les jeunes de cette commune ont promis d'accompagner les collectivités locales dans l'entretien de cette voie. Autre actualité ce 11 juillet 2016, c'est aujourd'hui la commémoration de la Journée mondiale de la population. Créée en 2013, l'association burkinabé des caméristes et diurnes épisodiques travaille avec deux jeunes filles pour préparer leur avenir. Cette organisation œuvre à l'insertion sociale des adolescentes qu'elle place dans des familles comme filles de ménage ou dans d'autres domaines d'activité. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaougou. Le 11 juillet de chaque année est désigné Journée mondiale de la population. Et cette année, il a été désigné comme thème « Investir dans les adolescentes ». Si c'est maintenant que la question se pose au niveau mondial, l'association burkinabé des caméristes et diurnes épisodiques ABCDE y songe depuis mai 2013. L'association, nous œuvrons dans le domaine de l'insertion sociale. C'est-à-dire que nous accueillons les jeunes ici, dans notre association, et essayer de les sensibiliser, les écouter maintenant, et puis les orienter. Donc on les insère maintenant dans les familles, et puis on les suit. Voilà, l'association reçoit les jeunes, c'est-à-dire que les filles des ménages, d'autres qui travaillent dans les restaurations, dans les coiffures, dans les ménages. Dans le ménage aussi, il y a plusieurs facteurs, il y a les babysitters, il y a les cuisiniers. Donc, en tout cas, on les insère un peu partout. Par an, comme ça, nous pouvons insérer plus de 2000 filles. Un nombre important de filles dont l'insertion se fait suivant les règles bien définies par l'association. En voulant quelqu'un d'abord, vous venez, nous on va vous montrer les conditions. Vous allez voir d'abord, si vous êtes d'accord maintenant, vous pouvez maintenant laisser votre inscription. Je veux une personne, je veux une fille, tel âge, bon, pour faire ce travail. Et voilà ce que vous pouvez payer. Maintenant, on vous appelle, vous venez, vous lisez le contrat. C'est un contrat de partenariat entre nous. Voilà, vous lisez le contrat, comprenez les causes, les conditions, et puis maintenant, vous signez le contrat. Le contrat signé place maintenant au travail et à la rémunération. Les salaires, bon, nous on dit c'est les primes, ce n'est pas des salaires. Il y en a d'autres qui travaillent à 17 000, mais la majorité c'est de 20 000 en an. Il y a des filles qui travaillent ici qui prennent plus de 50 000. Des retombées importantes pour les jeunes filles qui semblent être les seules à en bénéficier. On n'a rien, on n'a pas de personnel de qualité pour le travail, on n'a pas le matériel, on n'a pas les moyens. Les filles quand les jeunes arrivent comme ça, ils doivent dormir, ils doivent manger, ils doivent se reposer. Donc l'aide financière du gouvernement se veut nécessaire selon Elissa Ouagadougou. Soucieuse du bien-être des adolescentes, l'association burkinabé pour le bien-être familial, ABBEF, a initié aujourd'hui une campagne de consultation gratuite au profit des jeunes filles. Reportage Cheikh Omar Bandaougou.
Des jeunes conscients que la jeune fille est un maillon fort dans le développement de la nation œuvrent pour des activités de sensibilisation et apprécient positivement le thème de la Journée mondiale de la population JMP. Je pense que ce thème vraiment est, on peut dire, d'actualité. Donc si on investit sur la jeune fille, je pense que c'est important. Et on dit éduquer une fille, c'est éduquer toute la nation. Voilà, et si la fille est éduquée, tout le Burkina Faso est épanoui. Au centre, ici, on fait des sensibilisations sur les IST, les grossesses non désirées. La sexualité, sujet tabou quelquefois, doit être vécue de façon responsable selon Angèle Sourabier. C'est une jeune fille qui prend en main sa sexualité aujourd'hui, qui assure avec responsabilité sa sexualité, est une future maman responsable, est un futur cadre responsable au niveau du pays et qui est capable d'apporter quelque chose de plus à la société, à elle-même d'abord et à la société entière. Par ailleurs, la directrice des programmes précise que plusieurs adolescentes fréquentent le centre et bénéficient des différents types d'accompagnement à elles offerts. Mais de façon globale, on peut noter au moins 40 à 50 jeunes de façon générale, jeunes garçons, jeunes filles au niveau de nos centres d'écoute pour jeunes par mois. Et dans ces 40 à 50 là, nous avons plus de 3 quarts qui sont des jeunes filles. Bon, généralement, les jeunes filles viennent pour plusieurs raisons. Il y en a qui viennent pour bénéficier d'une prise en charge en santé de la reproduction, notamment la planification familiale, dans le cadre des ISC, et dans le cadre de la gynécologie. Et il y en a qui viennent également pour faire le test de dépistage du VIH. Il y en a qui viennent pour une prise en charge des cas de complications d'avortement. Et également, il y en a qui viennent pour des problèmes de grossesse non désirée. L'opérationnalisation du thème de cette JMP nécessite sans doute l'implication des parents et des autorités. Parlons culture. À présent, les acteurs du secteur privé et le ministère de la Culture se sont concertés ce matin autour des enjeux et défis pour le développement des industries culturelles. Cette rencontre annuelle est positivement perçue par les promoteurs privés. Hassan Akro nous en dit plus. S'inspirer de nos traditions pour une meilleure créativité culturelle et un développement de notre pays à travers la culture, c'est ce à quoi aspire la 4e édition de la rencontre entre administration et secteur privé de la culture. La RASPC se tient ce 11 juillet 2016 sous le thème Patrimoine culturel et créativité, enjeux et défis pour un développement des industries culturelles et créatives au Burkina Faso. Il s'agira, au regard bien entendu de la thématique, de déterminer le lien entre patrimoine culturel et développement des industries culturelles créatives et surtout de faire des propositions assez pratiques, assez pertinentes pour la contribution efficace du secteur privé dans le développement des industries culturelles créatives. Et je crois que nous prendrons toutes les dispositions pour que ces recommandations qui seront accouchées à l'issue de cette importante rencontre annuelle afin que celle-ci soit mise en œuvre de façon diligente. Les promoteurs culturels privés saluent la tenue de cette rencontre annuelle qui permet de formuler les recommandations pertinentes dont la mise en œuvre participe à l'amélioration de leurs conditions. Un exemple, le statut de l'artiste et sa concrétisation était une des valeurs et une des attentes particulières des rencontres depuis ses débuts. Et c'est à la faveur de ces rencontres que le ministère de la Culture a saisi le gouvernement de la nécessité et de l'urgence de mettre à la disposition des créateurs un statut. Et je pense à un autre exemple, le Fonds de développement culturel et touristique. Le Fonds de développement culturel et touristique était une des attentes majeures du secteur privé, était aussi une des solutions qui a été proposée à l'issue de ces nombreuses rencontres. Le ministre de la Culture n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par le secteur privé ainsi que les actions et initiatives prises par les uns et les autres pour le rayonnement de la culture. Au Soudan du Sud, les combats à l'arme lourde se poursuivent à Djouba entre les forces loyales et l'ex-rébellion. Le Conseil de sécurité de l'ONU a sollicité hier l'aide des pays de la région pour mettre fin au combat.
En 2 jours, ces affrontements ont fait au moins 270 morts selon un décompte des médias locaux. Notons que le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.